Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe Laroux. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. On va parler de NotebookLM, vous connaissez? Oui, absolument. Et plus précisément, on va se focaliser sur sa fonction Discover. Imaginez un peu, vous avez des tonnes de documents, des montagnes de textes, et vous cherchez à en extraire l'essentiel, rapidement et efficacement. Exactement, c'est tout l'enjeu. Eh bien, c'est là que Discover entre en jeu. L'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour synthétiser l'information et vous aider à mieux comprendre des sujets complexes sans vous noyer sous un océan d'infos. Accrochez-vous, on part à la découverte de NotebookLM et de son potentiel. Alors pour commencer, la fonction Discover de NotebookLM, elle est vraiment conçue pour ça, pour résumer une grande quantité de documents. D'accord. Elle condense tout ça en des aperçus concis et faciles à comprendre. En gros, elle fait le gros du travail pour vous. C'est un peu comme un assistant personnel qui décortique les documents à votre place. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tendance à intégrer l'IA dans la recherche ne se limite pas à NotebookLM. On le voit de plus en plus avec des outils comme Scopus AI ou Scholarly. Ah oui, Scopus AI, j'ai vu passer ça. C'est celui qui permet de faire des recherches en langage naturel. Tout à fait. Plus besoin de maîtriser les opérateurs booléens et tout le jargon. Vous posez votre question comme si vous parliez à un collègue et Scopus AI se charge de la traduire en une requête compréhensible pour les bases de données. Et génial. Et Scholarly, il fait quoi, lui? Scholarly, c'est une plateforme qui propose différentes façons de résumer des articles scientifiques. Il met en avant les points clés, les résultats, les limites, etc. C'est très pratique pour avoir une vue d'ensemble rapide. C'est vrai que ça peut faire gagner un temps fou. Au lieu de passer des heures à lire des articles en entier, on peut se concentrer sur ceux qui sont vraiment pertinents grâce à ces résumés. Absolument. Et ce qui est intéressant avec ces outils, c'est qu'ils ne sont plus confinés à des plateformes en ligne dédiées. Ils s'intègrent de plus en plus dans nos environnements de travail habituels. Ah bon? Vous voulez dire qu'on peut les utiliser directement dans notre navigateur, par exemple? Exactement. Exactement. Il existe des extensions pour navigateurs, comme SciSpace ou Cite, qui vous permettent d'analyser rapidement le contenu d'un article sans même quitter la page web. C'est super pratique ça. Est-ce qu'il existe des intégrations pour les logiciels de traitement de texte? J'imagine que ça serait vraiment utile pour les étudiants et les chercheurs qui rédigent des articles ou des thèses. Bien sûr. Genius, par exemple, s'intègre à Microsoft Word et Google Docs. Et il y a aussi des plateformes comme SciSpace AI Writer ou Jenny AI Writer qui proposent un environnement complet de traitement de texte avec des fonctionnalités d'assistance à la recherche et à la rédaction basées sur l'IA. Ils peuvent même vous suggérer des références et des citations en fonction du texte que vous écrivez. Waouh! On dirait que l'IA est en train de révolutionner la façon dont on fait de la recherche. Et puis, il y a aussi ChatGPT, bien sûr, avec ces GPT qui sont accessibles gratuitement. Oui, ChatGPT a vraiment démocratisé l'accès à l'IA pour le grand public, et tout ça, ça montre bien que la tendance est à la délégation du flux de travail de la recherche à l'IA. Délégation, c'est un bien grand mot, mais je comprends ce que vous voulez dire. On confie de plus en plus de tâches à l'IA, de la recherche de sources à l'analyse et à la synthèse des informations. Exactement. Et Clarivat, la société mère du Web of Science, le dit elle-même. L'objectif est de favoriser la découverte intelligente pour récupérer du temps de recherche. Ils ont bien compris où étaient les besoins des chercheurs. Et visiblement, ça répond à une vraie demande. Je lisais récemment que des outils comme Elysis, SciSpace ou Consensus comptent des millions d'utilisateurs. C'est énorme, ouais. Oui, c'est assez impressionnant. Et ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs les plus enthousiastes sont souvent les jeunes chercheurs, ceux qui débutent dans leur carrière. Ah bon. Pourquoi ça? Parce que pour eux, ces outils sont une aide précieuse pour naviguer dans des domaines qu'ils ne connaissent pas encore très bien. Scopus AI, par exemple, est explicitement conçu pour guider les chercheurs en début de carrière à travers la jungle de la littérature scientifique. Je comprends. Quand on débute dans un nouveau domaine, ça peut être vraiment intimidant de se retrouver face à des milliers d'articles et de ne pas savoir par où commencer. Exactement. Et c'est là que la recherche sémantique entre en jeu. Au lieu de se limiter à des mots-clés précis, elle permet de découvrir des concepts similaires, même si on ne connaît pas la terminologie exacte. C'est comme si l'IA pouvait lire dans nos pensées et nous proposer des documents qui correspondent à nos intentions, même si on ne sait pas comment les formuler clairement. Oui, c'est un peu ça. Et ça, c'est très utile quand on explore un nouveau sujet. On n'est pas bloqué par le manque de vocabulaire. C'est clair. Et puis, le fait de pouvoir utiliser le langage naturel, c'est aussi un avantage énorme. Plus besoin de se casser la tête avec des équations booléennes compliquées. On pose sa question en français, tout simplement. Oui, ça rend la recherche beaucoup plus accessible et intuitive. Mais attention, il faut quand même nuancer le tableau. Même si ces outils sont très utiles pour une première approche,
Il ne faut pas les voir comme des solutions miracles. Vous voulez dire qu'il faut rester critique. Exactement. Les chercheurs qui ont déjà une expertise solide dans leur domaine ont souvent des réactions plus nuancées face à ces outils. Je vois. Il se méfie peut-être un peu de cette magie de l'IA. C'est possible. Elicit, par exemple, précise bien que ces résultats doivent être considérés comme un point de départ pour une évaluation plus approfondie. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un peu comme un guide touristique. Il peut vous donner un aperçu des sites à visiter, mais c'est à vous de les explorer en profondeur et de vous forger votre propre opinion. C'est une excellente comparaison, et c'est pour ça que Scopus AI, par exemple, a été maintenu dans un onglet distinct de la recherche documents. Ah oui, j'avais remarqué ça. Pourquoi ont-ils fait ce choix? Pour bien différencier les profils d'utilisateurs. D'un côté, il y a les chercheurs expérimentés qui maîtrisent les techniques de recherche documentaire traditionnelles. Et de l'autre, il y a ceux qui débutent et qui ont besoin d'une porte d'entrée plus intuitive au contenu de Scopus. C'est intelligent comme approche. Et le Web of Science Research Assistant, il fonctionne comme encodé. Lui aussi propose différentes options, comme comprendre un sujet ou revue de littérature. L'accent est mis sur le langage naturel et la synthèse des informations. On voit bien que l'objectif est de faciliter l'accès à l'information pour tous les types de chercheurs. Mais du coup, ça soulève une question importante. Quelle est la différence entre la recherche et la découverte? Ah, c'est une excellente question. La recherche active, c'est une des manières de trouver des informations pertinentes. Mais ce que ces outils d'IA offrent principalement, c'est une aide à la découverte. D'accord. On ne cherche pas activement une information. On la découvre grâce à l'IA. Oui, c'est ça. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi? Avec leur résumé instantané et leurs références présélectionnées, ces outils peuvent donner une impression de compréhension sans nécessairement encourager une réflexion approfondie. C'est comme si on nous donnait la solution d'un problème sans qu'on ait eu à le résoudre nous-mêmes. Exactement. On a l'illusion de comprendre, mais en réalité, on n'a fait qu'effleurer la surface du sujet. Et ça peut être dangereux, non? Oui, car de plus en plus d'études mettent en lumière les risques de la délégation cognitive associée à ces assistants IA. Délégation cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de confier des tâches cognitives à des machines, ce qui peut à terme affaiblir nos propres capacités. Et ça ne concerne pas que les étudiants ou les chercheurs débutants. Les experts sont aussi concernés. On pourrait se dire qu'un expert, par définition, est capable de discernement. Mais est-ce que c'est vraiment le cas quand on est bombardé d'informations prédigérées par l'IA? C'est une bonne question. Peut-on vraiment saisir un concept complexe ou une nouvelle question de recherche à partir d'un simple résumé et de quelques références choisies en fonction de leur similarité? J'ai des doutes. Moi aussi. Résumer et synthétiser, ce n'est pas la même chose qu'analyser et réfléchir. Vous avez raison. Et la crainte, c'est que ces outils deviennent une sorte d'intermédiaire entre les lecteurs et la littérature académique. Un filtre qui nous empêche de penser par nous-mêmes. Exactement. Et ça pourrait conduire à une illusion de compréhension généralisée. On se croirait compétent sur un sujet, alors qu'en réalité, on n'en a qu'une connaissance superficielle. Et ça pourrait même avoir des conséquences sur la science elle-même. Comment ça, con? Si on se contente de survoler les informations et de produire des synthèses sans vraiment les comprendre, on risque de perdre en profondeur et en originalité. Oui, on pourrait se trouver avec une science plus efficace, mais moins profonde et moins créative. L'ambition de la recherche, qui est par nature imprévisible et itérative, pourrait en pâtir. Certains nuancent ce propos en soulignant le potentiel pédagogique de ces outils. Ils pourraient servir d'indicateur d'idées et de littérature qu'il faut ensuite examiner par soi-même. Oui, c'est vrai. L'important, c'est de les utiliser de manière consciente et interactive. Il ne faut pas les laisser penser à notre place. Mais même avec cette approche critique, il y a un autre risque important à prendre en compte. Celui d'une orientation biaisée des recherches futures. Ah oui, c'est un point crucial. Si on utilise ces outils sans discernement, on risque de se limiter aux sujets qui sont bien couverts par les bases de données et de passer à côté de domaines moins explorés. On pourrait avoir l'illusion d'avoir exploré tous les aspects d'un sujet, alors qu'en réalité, on n'a fait que gratter la surface de ce que l'IA nous a proposé. C'est exactement ça. Et ça, c'est un problème majeur pour l'innovation. Si tout le monde utilise les mêmes outils avec les mêmes biais, on risque de se retrouver avec une science qui stagne et qui ne progresse plus. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On utilise l'IA pour gagner du temps et être plus efficace, mais au final, on risque de se retrouver bloqué dans une boucle de pensée et de recherche qui nous empêche de faire de véritables découvertes. C'est le paradoxe de l'IA. Elle peut être un outil puissant pour accélérer la recherche, mais elle peut aussi devenir un frein à l'innovation si on ne l'utilise pas avec prudence.
Et la question de la sérendipité se pose aussi. Non, vous avez ces découvertes inattendues qu'on fait par hasard en explorant la littérature scientifique. Ah oui, la sérendipité, c'est l'un des moteurs de la recherche. Et c'est vrai que ces outils d'IA, par leur nature même, ont tendance à la limiter. Ce qui nous enferme dans une bulle d'informations présélectionnées, non? Oui, exactement. On est moins exposé à des idées et des concepts qui sortent des sentiers battus. Et ça, c'est dommage. Parce que c'est souvent dans ces zones d'ombre, dans ces terrains inconnus, que se cachent les découvertes les plus intéressantes. Vous avez tout à fait raison. Et il y a un autre aspect à prendre en compte. La pression exercée sur les chercheurs. C'est vrai. Dans le monde académique, la compétition est de plus en plus féroce. Il faut publier vite, publier beaucoup, et avoir un maximum de citations. Et ça peut inciter les chercheurs à utiliser ces outils d'IA à outrance, même s'ils n'en sont pas convaincus. Un peu comme si on devait se doper pour rester dans la course. Oui, c'est une bonne image. Et le risque, c'est qu'on forme des chercheurs compétents en IA plutôt que compétents en sciences. Des chercheurs qui maîtrisent les outils, mais qui ne savent plus vraiment penser par eux-mêmes. Exactement. Et ça, c'est un danger pour la science à long terme. Et puis, il y a aussi la question des inégalités numériques. Tous les chercheurs n'ont pas accès aux mêmes ressources et aux mêmes outils. C'est vrai. Et l'utilisation massive de l'IA risque d'accentuer ces inégalités. On pourrait se retrouver avec une science à deux vitesses, avec d'un côté les chercheurs qui ont accès aux derniers outils d'IA, et de l'autre, ceux qui sont obligés de se contenter de méthodes plus traditionnelles. C'est un scénario qu'il faut absolument éviter. Il est essentiel que l'accès à la connaissance et aux outils de recherche soit équitable pour tous. Et du coup, la question de l'utilisation responsable d'IA se pose avec d'autant plus d'acuité. Oui, absolument. Il est important de définir des règles claires et des principes éthiques pour encadrer l'utilisation de ces outils. Et il y a déjà des initiatives en ce sens, non? Oui, bien sûr. Le Code de conduite européen pour l'intégrité dans la recherche, par exemple, a intégré cet aspect. Et il y a aussi des chartes à l'échelle des universités, non? Oui, comme la charte sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'Université d'Orléans. Qu'est-ce que ces chartes préconisent? Elles insistent notamment sur la transparence. Si on utilise l'IA générative de manière substantielle dans un processus de recherche, il faut le déclarer. C'est-à-dire, il faut préciser dans les publications qu'on a utilisé l'IA. Oui, exactement. Et il faut aussi être transparent sur la façon dont on a utilisé l'IA. Par exemple, si on a utilisé un outil pour résumer des articles, il faut le mentionner. Je vois. Et est-ce que ça pose problème d'utiliser l'IA pour trouver des références bibliographiques? Non, en général, ça ne pose pas de problème. Mais si on utilise l'IA pour produire des synthèses, ça soulève des questions plus complexes. Des questions de droit d'auteur, par exemple. Oui, notamment. Certaines sociétés de droits d'auteur et éditeurs s'inquiètent de l'utilisation de l'IA pour résumer les productions de tiers. Ils ont peur que les fournisseurs de services d'IA ne récupèrent leurs données. Oui, c'est l'une de leurs craintes. Et il y a aussi la question de la réutilisation des synthèses produites par ces outils. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser librement? Ça dépend des conditions d'utilisation de chaque outil. Il faut bien les lire avant d'utiliser les synthèses produites par l'IA. Et il faut aussi se poser des questions éthiques. Par exemple, Est-ce que c'est correct de s'attribuer le mérite d'un travail qui a été réalisé en grande partie par une machine? c'est vrai que ça pose question. Et du point de vue des résultats, la transparence est essentielle, non? Oui, absolument. Il faut pouvoir garder le contrôle sur la façon dont on cherche. Par exemple, on devrait pouvoir forcer la recherche sur les mots-clés saisis plutôt que de laisser l'IA faire une recherche augmentée. Je vois. On ne veut pas se laisser enfermer dans une bulle d'information définie par l'IA. Et le multilinguisme, ça pose aussi des défis. Oui, bien sûr. La recherche dans différentes langues peut donner des résultats très variables. Et la prédominance de l'anglais dans les bases de données scientifiques peut introduire des biais culturels. On risque de passer à côté de travaux importants simplement parce qu'ils n'ont pas été publiés en anglais. Exactement. Et puis, il faut aussi se rappeler que ces outils sont principalement conçus pour la recherche bibliographique. Ils ne remplacent pas les outils d'analyse et de visualisation de données qu'on trouve dans les outils bibliométriques. D'accord. Ce ne sont pas des outils tout en un. Et qu'en est-il des technologies de mémoire? Est-ce que ces outils sont capables de se souvenir de nos précédentes recherches et de nous proposer des suggestions personnalisées? C'est un domaine en pleine évolution. Pour l'instant, la plupart des outils ont une mémoire limitée. Mais on voit apparaître des fonctionnalités qui permettent de sauvegarder des recherches et de créer des profils d'utilisateurs. C'est intéressant. On pourrait imaginer un outil qui se souvienne de tous nos centres d'intérêt et qui nous alerte automatiquement dès qu'un nouvel article pertinent est publié. Oui, ce sera un outil très puissant. Mais ça soulève aussi des questions de confidentialité et de reproductibilité des démarches de recherche. Si l'outil se souvient de tout ce qu'on a recherché, ça veut dire que nos données personnelles sont stockées quelque part.
Exactement. Et ça, c'est un point important à prendre en compte. Il faut s'assurer que ces données sont protégées et utilisées de manière responsable. Et pour la reproductibilité des recherches, ça pose quel problème? Si un outil nous propose des suggestions personnalisées en fonction de notre profil, ça peut être difficile de reproduire la même recherche avec un autre outil ou avec un autre utilisateur. Je vois. On perd en objectivité. Oui, c'est ça. Et ça, c'est un problème pour la validation scientifique. Il faut que les recherches soient reproductibles pour que le résultat puisse être vérifié et confirmé. C'est clair. Et pour finir, il y a la question de la fiabilité des résultats. On sait que les LLM, les modèles de langage utilisés par ces outils, peuvent faire des erreurs. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de travaux en cours pour améliorer leur compréhension du contenu scientifique. Comment ça se passe? On développe des modèles de langage plus spécialisés, on crée des taxonomies plus précises et on met en place des processus de vérification automatisés. L'objectif, c'est de rendre ces outils plus fiables et plus précis. Exactement. Et on voit déjà des progrès significatifs. Mais il faut rester prudent. L'IA n'est pas une solution miracle. C'est un outil qui peut être très utile, mais il faut l'utiliser avec discernement et esprit critique. C'est un peu comme un couteau. Il peut servir à cuisiner de bons petits plats, mais il peut aussi blesser si on ne l'utilise pas correctement. C'est une très bonne comparaison. Et pour conclure, je dirais que l'avenir de la recherche est intimement lié à l'IA. Vous pensez que l'IA va révolutionner la façon dont on fait de la recherche? Oui, j'en suis convaincue. On est à l'aube d'une nouvelle ère, l'ère de l'assistance intelligente. L'IA va devenir un compagnon indispensable pour les chercheurs, un peu comme un copilote qui les aide à naviguer dans l'océan de la connaissance. C'est une image poétique. L'IA. Et concrètement, qu'est-ce que ça va changer? On va voir apparaître des outils de plus en plus sophistiqués, intégrés directement dans nos environnements de travail. Par exemple, la main. Des outils intégrés au traitement de texte, des outils spécialisés dans la recherche bibliographique, des agents de recherche alimentés par l'IA. Des agents de recherche et l'IA. C'est quoi? Ce sont des programmes capables de mener des recherches autonomes en fonction des objectifs de l'utilisateur. Ils peuvent s'adapter au fur et à mesure comme un assistant humain. C'est un peu comme si on avait un bibliothécaire personnel à notre disposition 24 heures sur 24. Oui, et c'est l'idée. Et on voit déjà apparaître des exemples concrets, comme le Deep Research de ChatGPT ou AI-Powered Research Agent de SciSpace. Et ces outils sont déjà utilisables SPAY. Oui, certains sont encore en phase de développement, mais d'autres sont déjà disponibles. Il y a aussi Undermind, qui accompagne la démarche de recherche de manière itérative. Itérative, c'est-à-dire un an. Ça veut dire qu'il s'adapte aux besoins de l'utilisateur au fur et à mesure de la recherche. Il peut aider à formuler la question de départ, à évaluer la pertinence des résultats et à affiner la recherche en fonction des premières découvertes. C'est impressionnant. On dirait que la recherche scientifique est en train de devenir un véritable jeu d'enfant. Oui, c'est un peu ça. Mais il ne faut pas oublier que l'IA n'est qu'un outil. C'est aux chercheurs de l'utiliser à bon escient et de garder leur esprit critique. C'est le message clé à retenir de notre discussion d'aujourd'hui. L'IA peut nous aider à aller plus loin, plus vite, mais elle ne doit pas nous empêcher de penser par nous-mêmes. Exactement. La réflexion, l'esprit critique, la créativité, ce sont des qualités essentielles pour faire avancer la science, et l'IA ne pourra jamais les remplacer. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. J'espère que nos auditeurs auront apprécié cette plongée dans le monde fascinant de l'IA et de la recherche scientifique. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. On a besoin de vous pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui. À bientôt, Bovok. Au revoir.